Bienvenue au balado de la IPE. Cet épisode est présenté dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale qui se déroulent tout au long du mois de novembre dans 12 régions du Québec. Ce balado est rendu possible grâce au soutien du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec et de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Alors, moi, je m'appelle Caio Santiago. Je suis chargé des projets éducatifs à l'Aide internationale pour l'enfance, l'AIPE, un organisme dont la mission est de lutter contre l'exploitation des enfants en favorisant les pouvoirs d'action individuels et collectifs. En 2025, nous soulignons 25 ans de solidarité. Ces 25 années témoignent d'un travail collectif mené main dans la main avec des partenaires bailleurs de fonds et bénévoles, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la manière de s'outiller pour faire face aux discours haineux qui prennent de plus en plus de place dans notre société. Et j'ai le plaisir d'échanger avec Félix Boisvert, avec qui j'ai co-organisé une conférence sur ces mêmes thèmes le 1er octobre dernier. Je te laisse te présenter, Félix. Salut, moi je m'appelle Félix Boisvert, j'utilise le pronom il et le pronom yel avec les accords masculins ou neutres. Je suis intervenant au JAG, organisme LGBT+, depuis un petit peu plus que 3 ans maintenant. Donc, le JAG, c'est un organisme de la Montérégie qui a pour mission de faire du référencement, donner du soutien et faire de la sensibilisation à tout ce qui est la question de la diversité sexuelle et de genre, vraiment très large. Donc, on n'est pas un organisme seulement pour la communauté LGBTQ+, on est un organisme pour tout le monde. Là. On aime bien dire qu'on fait du 0-125 ans. Donc, on a souvent là, des gens à l'extérieur de la communauté qui viennent nous voir aussi pour nous parler de diversité, nous poser des questions. Donc, on est vraiment ouvert à tous. Vraiment cool. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on va faire une petite reconnaissance territoriale avant de commencer le balado. On tenait à souligner qu'en ce moment, on se trouve à Tiohtià:ke, Montréal, mais nos deux organismes se trouvent en Montérégie, à Longueuil, et nous, au JAG, à Longueuil et à Saint-Hyacinthe. On va faire la reconnaissance là, pour le territoire qu'on occupe avec nos organismes. Donc, ça va comme suit. Donc, les terres sur lesquelles on travaille sont situées sur les territoires traditionnels des nations Kanien'kehá:ka et Abénaquis. C'est avec respect que nous reconnaissons les liens profonds et continus avec ces territoires et leurs communautés dans le passé, le présent et l'avenir. Bien entendu, on est tous conscients et conscientes qu'on a des privilèges rattachés au fait que on est en territoire non cédé, puis avec les conséquences du colonialisme. Donc, on veut s'engager justement à soutenir les luttes intersectionnelles pour la justice sociale. Et donc, c'est pour ça qu'on veut aussi en même temps profiter pour exprimer notre solidarité avec les femmes, les filles, les personnes trans et les personnes non-binaires autochtones disparues et assassinées. On vous invite à aller justement vous renseigner sur ces enjeux-là. Notamment, on recommande souvent, nous, d'aller voir le site de Mikana et le site du Cercle Indigiqueer qui est en Montérégie. Donc, shout-out à cet organisme qu'on aime beaucoup. Et aussi, pour justement, dans le thème de la reconnaissance territoriale, vous pouvez aller voir sur le site nativeland.ca, sur votre territoire, c'est quoi les nations qui occupaient ancestralement ce territoire-là. Donc, nous, on trouve important de ne pas juste faire la reconnaissance, mais aussi de s'informer sur les luttes autochtones actuelles. Donc, par exemple, en suivant des gens sur les réseaux sociaux, en s'intéressant à leur vécu sur le terrain, on trouve ça très important. Cool. Merci beaucoup, Félix. Et si je peux rebondir sur une reconnaissance territoriale, je pense pas que c'est le bon terme, rebondir, mais en tout cas, c'est que quand je me suis présenté, j'ai pas nommé, mais je m'appelle Caio Santiago, je viens du Brésil et j'aimerais aussi reconnaître lors de cet épisode toutes les communautés immigrantes qui sont venues au Québec construire leur vie ou continuer leur vie, disons. Et je pense que c'est important de reconnaître toutes les communautés des diasporas qui font partie de cette société ici. Et parce qu'on va parler aujourd'hui justement de combats au discours haineux. Et on sait que les communautés, soit les autochtones, soit les personnes immigrantes, sont principalement la cible de ces discours. Mm-hmm. Donc, j'aimerais ça, avec cet épisode, reconnaître un peu les rôles que ces communautés ont joués dans la construction de la société québécoise
Et je suis assez fier de faire partie d'une communauté immigrante, d'avoir immigré ici pour les études et maintenant travailler dans un organisme qui me permet de parler de ces enjeux. Alors, je pense que c'est le moment de commencer vraiment les balados. Puis je pense que pour briser un peu la glace, on peut genre raconter un peu pourquoi est-ce on est rendu là ensemble à discuter sur ces sujets. Est-ce que tu veux commencer? Oui, ben, je peux raconter mon côté de l'histoire. Moi, je suis arrivée peut-être un petit peu plus tard. Dans le fond, c'est notre collègue au JAG, mon collègue Hugo, qui nous a présenté sur une heure de lunch au travail. C'était super. Donc, j'ai rencontré toi et Émilie là, dehors. On a mangé sur la petite table à pique-nique. C'était super cute. Puis là, on se jasait de plein de choses. Puis Hugo, justement, pensait qu'on pourrait collaborer ensemble et tout ça. Puis là, ben, ça a été comme une espèce de brainstorm d'idées où est-ce que tout le monde était super enthousiaste. Puis on se dit, ah oui, OK, nous, on a cet atelier-là, vous avez celui-là sur le féminisme, on pourrait comme matcher ça ensemble, là, puis créer comme un nouvel atelier. Donc, ouais, ça a été vraiment cool. J'ai vraiment aimé comment ça s'est fait de façon super organique, notre C'est collaboration. vrai. Et Ouais, d'une façon très spontanée, ouais. disons, et c'était une idée je pense, est survenue après la rencontre d'Émilie et Hugo, qui travaillent dans nos deux organismes respectifs. Puis je pense que c'est assez drôle comme ces idées-là qu'on a eues ensemble lors de ces petites tables de pique-nique se sont achevées. Donc, ces idées qui se sont transformées dans les balados qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui. Mhm. Donc, il faut parler aussi qu'on a fait, comme j'ai mentionné auparavant, une très belle conférence le 1er octobre sur la même place où nous avons nos bureaux. Donc, c'est au Vieux-Longueuil. Et nous avons en fait diffusé cet événement surtout pour les gens qui travaillent dans les communautaires et pour les milieux universitaires, mais on a quand même ouvert ça pour la plupart du monde qui voulait venir, en fait, parce que c'était dans le cadre d'un événement, disons, parapluie, que c'était les Journées de la paix. Mhm. Donc, on salue vraiment l'initiative de Journée de la paix de nous permettre d'organiser ce genre d'événements-là, puis de se rassembler, de jaser des sujets qui sont importants Mhm. pour nous, soit à l'IPA, soit pour les Jacks. Je pense que pour les Jacks, c'est un peu plus évident qu'on soit en train de parler de ça parce que vous faites l'intervention dans les communautés. Puis nous, en tant qu'organisme de solidarité internationale, des fois, c'est pas évident. Pourquoi on fait ce type de choses? Si on lutte contre l'exploitation des enfants, pourquoi on est en train de discuter les discours haineux au Canada ou dans le monde? Mais je pense que pour moi, ça fait complètement du sens parce on peut pas arrêter l'exploitation des enfants ou lutter contre ça ailleurs dans le monde si on fait pas notre job, si on discute pas des enjeux qui en fait sont la source, disons, ou qui perpétuent cette logique d'exploitation. Oui, exactement. Puis c'est ça que je trouvais beau aussi de notre collaboration, puis aussi de toutes les fois où je jase avec des gens dans d'autres milieux, tu sais. Des fois, c'est dans le communautaire aussi, mais ils ont, tu sais, leurs branches respectives. Puis ce que je me rends compte, c'est qu'au final, on vit souvent des enjeux similaires. Tu sais, même si nous, c'est dans la communauté LGBTQ+, pour vous, c'est les enfants qui se font exploiter. Je parle à des gens qui travaillent, par exemple, en immigration ou qui travaillent, par exemple, pour le droit des femmes. Ben, les obstacles ils finissent par se ressembler très rapidement. Puis c'est ça que je trouvais intéressant dans notre collaboration, c'est de mettre nos deux savoirs communs ensemble, tu sais, de voir comment ça s'entrecroise tout ça. Tout à fait. Et je pense on a bien fait, genre, pour briser la glace. Je pense que les Mhm. gens vont comprendre pourquoi on est là. Oui. Euh, Fait que, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui, Félix? Mhm. Avant de te poser des questions, je peux Oui. déjà avancer qu'on va parler sûrement sur ce qu'on a discuté Mhm. pendant la conférence du 1er octobre, parce que beaucoup de monde n'a pas pu être là. En Mhm. fait, même si on a reçu de belles personnes, on a eu de beaux échanges, euh, c'était plate parce que c'était une journée de grève, je me rappelle, puis il y avait beaucoup de monde qui n'ont pas pu se déplacer, Mhm. tu sais, à la fin, pour venir nous voir. Puis c'était pas un événement hybride. Donc je pense qu'on profite de cet espace ici qui va être mis en ligne après.
justement pour parler de ce qu'on a vécu là-bas, des discussions qu'on a eues et qui pas tout le monde a eu accès. Oui, exactement. Je me souviens, moi, j'ai reçu un courriel justement d'une personne qui voulait venir et qui n'a pas pu justement. Donc, j'espère que cette personne-là va pouvoir profiter justement de l'enregistrement pour rattraper un peu des trucs qu'on a dit. Puis c'est sûr, tu sais, on peut aussi comme présenter d'autres fois ensemble, des choses comme ça. Donc, oui, ça pourrait donner des 100%. opportunités aux gens. Oui, ben on peut faire un petit survol peut-être des infos qu'on avait données justement pendant la conférence. Donc, on avait commencé justement avec un espèce de petit quiz, qui a dit quoi, où est-ce qu'on a présenté un peu des phrases, des citations qu'on a entendues dans les médias, de personnes en politique, de personnes qui ont une tribune, un micro, tout ça. Et on demandait aux participants, participantes d'associer la citation aux personnes qui étaient au tableau. Et un peu, finalement, après, ben, la question qu'on a posée aux gens, après avoir fait cet exercice-là, c'est, ben, avec les propos qu'on a entendus, comment vous croyez que les personnes marginalisées se sentent dans la société en ce moment? Puis, tu sais, c'était des propos, des fois, tu sais, je me rappelle, il y avait une des citations, c'était que les filles accordaient moins d'importance à la paye que les garçons. Il y avait des citations aussi qui visaient, par exemple, les personnes en situation de handicap, qui étaient super inquiétants comme propos. Donc, j'ai trouvé ça intéressant après le feedback des personnes participantes qui disaient, ben nous, on croit les personnes qui entendent ça, qui sont touchées par ces réalités-là, ben elles doivent pas se sentir incluses là, dans la société en ce moment. Mhm. Elles doivent se sentir comme vraiment mises sur le spotlight et en même temps comme avec pas de la bienveillance, tu sais, avec de la haine. Donc, c'est sûr que ça les fait pas sentir accueillis, là. Pas du tout. En fait, je pense que ce qui m'a marqué le plus pendant cette conférence-là qu'on a organisée, c'est vraiment de voir la face des gens, les visages des personnes qui étaient présentes et qui ils étaient vraiment genre choqués. Pas parce qu'ils savaient pas qu'il y avait la haine dans la société, c'est pas ça, mais c'est genre quand tu vois ça en face de chez toi, en face de ton travail, puis tu vois l'impact que ça crée dans les gens. Tu sais, des fois, c'est dans toi-même, mais tu sais, dans les gens, si toi, t'appartiens pas à une communauté, disons, vulnérable ou marginalisée, t'as quand même un impact parce que c'est sûr que ce sont tes voisins, tes voisines, tes amis, tes chers. Puis c'est vraiment difficile de voir ça et de réaliser que dans la société, les gens qui ont le pouvoir, il y a pas mal beaucoup de gens qui ont le pouvoir qui sont influencés ou qui perpétuent des discours haineux. Mhm. Donc, comment on peut faire confiance aux gens au pouvoir si ces gens-là ont souvent des propos violents envers nous? Donc, c'est vraiment difficile. Moi, je me considère que ben, je suis immigrant, comme vous le savez, et tout. J'habite à Montréal, ça fait 4 ans. Yay! Puis j'adore la ville, je me sens accueilli et tout, mais tu sais, à un moment donné, c'est sûr que des propos comme ça m'affectent. Mhm. Puis pas juste moi et toi, mais tout le monde qui est en train de nous écouter, c'est sûr que ces gens-là ont déjà vécu des situations où ces propos haineux ont affecté leur vie. Puis c'est vraiment dommage parce qu'on est dans une société qui s'est dit accueillante. On est dans une ville qui se veut s'y projeter comme une ville très accueillante. Et je pense que Montréal arrive quand même à garder ce titre-là, mais il faut dire que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on souhaite de créer au Québec. Puis avant de te redonner la parole, je voulais juste dire que on a commencé avec ces brise-glaces et c'était vraiment intéressant à la fois et choquant de voir la réaction de personnes. Mais je pense qu'il faut qu'on se parle un peu pourquoi on a choisi ces thèmes-là, parce qu'on a discuté à cause de nos organismes et tout. Mhm. Mais pourquoi ces thèmes s'imposaient vraiment cette année et comment on pense, né, en tant que deux organismes qui travaillent là-dessus, c'est important de s'outiller pour contrer les discours haineux. Mhm. Euh, Ben, pourquoi on a choisi le thème? Je pense à la base, ça vient beaucoup du fait que un peu partout où on va, il y a des gens qui nous demandent, OK, tu sais, je suis confrontée à des propos haineux. Par exemple, nous, on fait beaucoup de travail dans les classes au secondaire, tu sais.
Puis ça arrive souvent qu'il y a des profs qui viennent nous voir à la fin de la classe pour nous dire, écoute, dans ma classe, ça se peut plus, là, j'entends des propos homophobes, des propos racistes, des propos misogynes, je sais plus comment gérer tout ça. Les gens constatent qu'il y a vraiment une montée de la haine en ce moment. Puis cette haine-là, elle est comme décomplexée, on dirait, comme des choses que, v'là 10 ans, ça se disait pas en public. Aujourd'hui, ça se dit, puis ça se dit à la télé, tu sais, ça se dit par des personnes avec beaucoup d'influence, comme tu as souligné, avec beaucoup de pouvoir aussi. Donc, je pense que c'est ça, on voulait justement aider les gens à pouvoir répondre à ces propos-là, pouvoir les reconnaître aussi. Parce que des fois, c'est insidieux, tu sais. Des fois, ça a l'air de faire bien du sens, qu'est-ce que les gens disent, par exemple, à la télé. Mais quand tu décortiques un peu, tu te rends compte que, oups, il y a un petit fond de transphobie là-dedans, il y a un petit fond de racisme. Fait que je pense que c'était de là que c'est venu, en tout cas de notre côté au JAG, la réflexion, elle s'est amorcée beaucoup de la part des témoignages qu'on recevait là, des gens qui utilisent nos services. Là. Pareil. Chez nous, c'était pareil. On travaille beaucoup avec les profs dans les écoles secondaires. Puis je pense que dans les 2 dernières années, ils étaient vraiment désespérés pour ce qu'ils entendaient dans leur classe ou dans les couloirs. Et tu sais, c'est quand même quelque chose de très préoccupant parce que c'est ça dans les écoles on attend. On dit souvent on a l'espoir dans la nouvelle génération et tout. Puis si dans les écoles, ces propos-là gagnent de l'espace, c'est vraiment, je pense, qu'encore plus dur de réaliser qu'on a un gros problème là, Mm-hmm. à faire face. Puis chez nous, à l'AIP aussi, on a eu cette réflexion. Puis aussi, quand on se posait la question par rapport au nom de la conférence ou de l'événement, on se posait genre, qu'est-ce qu'on veut offrir avec notre expertise, avec notre expérience, avec notre bonne foi. Tu sais, on voulait offrir des outils. C'est pour ça qu'on a dit non, ça va s'appeler s'outiller pour contrer les discours haineux. Et je pense qu'il y a des outils qui sont à la fois théoriques, à la fois pratiques. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Oui, j'ai beaucoup réfléchi à ça depuis la conférence, c'était un peu en post-mortem. Mhm. À la base, on avait fait justement une petite intro de l'atelier en disant, ben, s'outiller, tu sais, souvent, on a dans notre imaginaire un peu collectif, tu sais, des solutions un peu clés en main, hein, tu sais, comme la solution pour répondre au discours haineux, tout ça. C'est assez tricky à faire parce qu'il n'y a pas une solution one size fits all. Je m'excuse, je vais utiliser une coupe d'anglicisme aujourd'hui, mais il n'y a pas une solution, tu sais, parfaite qui couvre tous les sujets. C'est vraiment plus de développer sa pensée critique, de développer son empathie, son intelligence émotionnelle, tout ça. Ça pense, tu sais, la façon justement, de spotter, j'essaie de trouver le bon mot en français, mais de voir pourquoi un discours est haineux, de comprendre pourquoi, puis après, être capable d'y répondre. Donc, il y a une bonne partie de l'atelier qui était très théorique, justement, pour aider les gens à avoir un espèce de cadre de pensée pour analyser les discours. Par après, avec les personnes participantes qu'on avait, je pense qu'on s'est rendu compte un peu que finalement, les gens étaient peut-être à un autre niveau, encore plus avancé, ce qui est la beauté et en même temps le chaos un peu de faire des ateliers Mhm. en ne sachant pas qui va venir. Tu sais, si on a notre clientèle déjà, ça va, mais là, c'était un appel à tous. Donc, on savait pas un peu qui les gens allaient venir. Donc, ça a fait en sorte que peut-être on aurait pu aller, je pense, plus loin encore dans brainstormer ensemble des solutions, tout ça. Mhm. Je pense que la théorie, la majorité des personnes participantes l'avaient déjà bien, puis même qui nous ont apporté des pistes de réflexion qui, moi-même, m'ont fait réfléchir pendant Oui, l'atelier. Donc, c'était vraiment enrichissant de ouais. mon côté. Surtout à la fin, quand on a fait les petits jeux de table, on s'est mis ensemble dans un petit groupe pour discuter, puis les gens, ils avaient déjà des solutions. Mhm. Les personnes avaient déjà les solutions. Ils la mettent, et eux et elles leur mettraient déjà en pratique ces solutions-là. Donc, c'est genre, à un moment donné, je pense que c'est qu'on a réussi avec cet atelier et c'est qu'on veut réussir avec ces balados-là, c'est sortir de nos silos et se mettre en action collective parce que c'est ça qui manque. Je pense pas, en tout cas, ça c'est mon opinion personnelle, qu'on a des problèmes collectifs ou des problèmes de notre société qui n'ont pas de solutions. Je pense que les Mhm. solutions existent déjà. Peut-être elles ont besoin d'adaptation, peut-être elles ont besoin de tu sais, retravailler au collectif, mais les solutions, à mon avis, pour la crise climatique, pour les enjeux qui touchent euh,
l'économie aussi en Amérique du Nord, au Canada et tout. Je pense que les solutions existent. Puis on voit dans les communautés ces solutions-là. Mm. Peut-être elles arrivent pas au pouvoir, elles arrivent pas, tu sais, dans les échelles gouvernementales ou de la société qui prennent plus de place. Mais tu sais, après, comment est-ce qu'on fait pour transformer ces solutions individuelles ou même des solutions collectives à petite échelle dans les solutions collectives à large échelle, tu vois, à la grande échelle. Mhm. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que j'étais quand même inquiet à la fin de l'atelier pour, tu sais, pouvoir offrir ça aux gens qui étaient présents. Mais je pense qu'on a eu de très belles discussions. Et tu sais, même dans la partie théorique, on a beaucoup présenté nos données. Je peux donner quand même un exemple des données qu'on a présentées Mhm. tout de suite, mais tu sais, même dans cette partie-là, j'ai vu que les gens, tu sais, ils prenaient note, puis ils étaient intéressés parce qu'il faut qu'on s'outille des informations aussi. Ouais. Ça reste que, oui, on va mettre en pratique nos idées, nos projets, mais si on n'a pas d'informations, c'est le chaos, comme tu l'as mentionné. Exact, oui. Puis, je voulais rebondir un petit peu sur qu'est-ce que tu as dit parce que justement, tu sais, comment on fait justement pour amener ces solutions-là, mais je pense que tu l'as dit, c'est vraiment le collectif, c'est vraiment la mise en commun parce que, tu sais, tantôt quand tu parlais justement de Montréal, de Jagé, qui est comme vu quand même une ville assez inclusive, assez diversifiée, mais je pense que c'est les gens qui font vivre ça. Mhm. Tu sais, Je oui, suis d'accord. les gens au pouvoir ont beaucoup d'influence, peuvent influencer, tu sais, la direction générale de la ville qu'elle prend et tout ça, mais au final, c'est au sein de nos propres communautés, au sein de notre voisinage qu'on peut vraiment faire une différence, tu sais. Genre, en 2025, juste aujourd'hui, tu sais, jaser avec ses voisins, c'est... tu sais, on s'entend, c'est quand même difficile parce qu'on a tous des vies différentes, des horaires différents et tout ça. Ça, je peux pas comprendre, honnêtement. J'ai discuté avec mon amie, une très bonne amie à moi, québécoise, l'année passée. Puis, oh, l'année passée, la semaine passée. Puis on discutait justement du fait que l'exclusion ici et la pauvreté, l'exclusion sociale sévit. Dans le fond, elle est renforcée par la pauvreté. Tandis que d'où je viens au Brésil, j'ai un peu l'impression qu'il y a l'exclusion sociale, mais les gens vivent en communauté parce que, tu sais, c'est la solution de survivre, en fait, de pouvoir, en fait, face aux difficultés de la vie, tu sais, au manque d'argent, manque d'infrastructures, tout ça, c'est de se mettre ensemble. Mhm. Puis c'est dans les communautés les moins aisées, tu sais, les plus marginalisées, en fait, que tu vois plus l'essence des communautés. Et ici, malheureusement, j'ai déjà travaillé dans un organisme qui travaille à Montréal-Nord, puis j'ai vu comment l'exclusion se présente très, très clair chez les gens qui n'ont pas de moyens. Parce que, tu sais, surtout quand on parle de l'environnement, du climat, des personnes immigrantes, tu sais, on arrive ici, puis il y a l'hiver de 5 6 mois, je sais pas. Puis, tu sais, ces gens-là, ils se mettent dans l'isolement, tu sais, tu connais pas de personne, puis, tu sais, il fait froid. Il fait juste froid, puis c'est ça reste un peu plus difficile en fait. Je sais on peut pas mettre dire que c'est la faute à l'environnement, au climat, c'est pas ça mon propos du tout. C'est juste que ça reste plus difficile de se mettre en communauté Mhm. à la fois, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Puis nous, on le voit aussi dans nos services. Un des propos qui revient souvent chez nos personnes qui viennent nous voir en rencontre individuelle, c'est le sentiment d'isolement. C'est la solitude, le fait de ne pas pouvoir être soi-même à 100% dans son milieu, tout ça. Donc, ouais, je pense que l'isolement joue vraiment beaucoup là-dedans. Puis, justement, ben, ça nous garde séparés, ça nous garde divisés. Tu sais, aussi, toutes les sortes d'oppression aident à nous garder divisés parce qu'admettons que tu es gay et, par exemple, je sais pas moi, tu fais partie de la communauté juive, par exemple. Puis là, si dans ta communauté à toi, homosexuelle, par exemple, dans tes amis, dans ton cercle d'amis, ben il y a de l'antisémitisme, ben tu peux pas être 100% toi. Puis si dans ta communauté juive, il y a de l'homophobie, ben tu peux pas être 100% toi non plus. Ouais. Donc, où est-ce que tu peux être 100% toi? Donc, il y a ça aussi. Il y a des divisions, même à l'intérieur de nos communautés marginalisées, qui nous gardent encore plus isolés. Donc, ouais, je crois que c'est vraiment le nerf de la guerre, là. C'est vraiment ça, Mhm. briser cet isolement-là, briser ces divisions-là pour se rendre compte qu'au final, ben, quand t'es marginalisé, ben,
même si tu es marginalisé d'une façon différente que l'autre personne, vous êtes tous les deux marginalisés et vous bénéficiez beaucoup plus de vous rassembler que de vous diviser parce Oui, que on n'est pas censé être les ennemis un de l'autre, là. oui. Et en fait, depuis la pandémie, j'ai l'impression de voir de plus en plus passer sur les réseaux sociaux justement le fait qu'il faut qu'on fasse de build a community, c'est Mm. faire communauté ici. Il faut qu'on fasse ça parce que c'est la solution pour la plupart de nos problèmes, disons. Mais tu sais, je vois aussi passer des posts qui disent justement genre, ça demande de l'effort pour Mhm. faire la communauté, tu sais. Tu fais pas genre, oh, tu t'es réveillé, puis sorti de chez toi, puis redis bonjour aux voisins et tout est bon, tu sais. Tu sais, il faut vraiment genre, que te mettre dans la position de comprendre l'autre, de se dire ah, pourquoi l'autre il agit différent, pourquoi l'autre il réagit différent à, tu sais, à mes actions aussi. Et c'est vraiment pas facile. Mhm. Il y a des gens qui sont vraiment genre dans leur boule ou dans leur vie, tu sais, il faut travailler, il faut prendre soin de soi, il faut faire tout, faire ça, etc. Puis j'ai pas le temps de faire communauté. Tu sais, mais je trouve ça vraiment dommage parce que si t'as pas le temps de faire le plus important, c'est quelque chose qui marche pas là. Ah oui, parce que l'humain, ben, on est un animal social. Je pense qu'on oublie souvent, premièrement, qu'on est un animal. Euh, Il faut souvent que je le rappelle Ouais. dans les classes, quand je vais avec des jeunes, puis même avec des adultes aussi. On est des animaux avec des clés de char, mais on reste des animaux Ouais. pareils. Puis, ben, on est fondamentalement fait pour être social. On vit pas en isolement, l'humain. Donc, c'est super important. Puis, comme tu as dit, moi aussi, je le vois passer souvent, comme le prix de la communauté, c'est l'inconfort. Ça va être inconfortable, c'est sûr, parce que c'est jamais convenient d'être en communauté. Ça a un coût, il faut que tu donnes de l'énergie, tout ça, mais en même temps, c'est tellement revigorant, je trouve, d'être en communauté. Euh, Dernièrement, justement, je fais un effort un peu plus pour essayer de voir mes amis, rentrer en contact avec de nouvelles personnes aussi. J'ai commencé justement à socialiser avec mes voisins, voisines, tout ça, avec des personnes plus âgées dans mon Mhm. bloc pour voir s'ils ont besoin d'aide et tout. Puis je me rends compte que au final, ça me redonne de l'énergie. Je croyais, dans ma pensée avant, je me disais, ah, j'ai pas le temps, il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je fasse le ménage, la vie, tout ça. Puis là, je me force à le faire. Puis les premières semaines, c'était confrontant. C'était tough. Je revenais chez nous épuisée, surtout que moi, j'ai pas une grosse batterie sociale dans la vie. Mhm. Euh, mais là, plus ça va petit à petit, en fin de semaine, j'ai vu des gens, puis tout ça, puis j'ai réussi à faire mon ménage, là, puis j'ai survécu, tu sais. Mais tant mieux. C'est ça. Puis en même... Ça, c'est drôle. Ça, c'est marrant parce que moi et Félix, pour ceux qui ne savent pas, on est vraiment complémentaires là-dessus. Parce que moi, ma batterie sociale, elle est vraiment genre, on peut, disons, infinie. C'est pas vrai, elle est pas infinie. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais elle est pas infinie. Mais c'est drôle parce qu'on a quand même des propos et une idéologie très similaires Mhm. par rapport à ce qu'on voit dans la société, mais en même temps, on fait face à ça de façon différente. C'est sûr, comme tout le monde, chacun et chacune a sa façon de dealer avec les problèmes. Mais moi, je suis arrivé ici, puis j'ai commencé à faire des amis partout, puis ici, là-bas, communauté brésilienne, communauté latina, communauté québécoise, peu importe, je suis comme... Maintenant, je suis en train de faire un peu les filtres, parce que, tu sais, j'ai pas l'énergie pour tout le monde, malheureusement. Il y a des amis à moi qui m'appellent, genre, conseillère municipale, quelque chose comme ça, qui est toujours, genre, dans la communauté. Mais je pense que c'est l'équilibre, c'est Mhm. la solution pour tout. Tu peux pas être non plus la personne la plus communautaire du monde, ni la personne la plus isolée du monde. Je pense qu'il Mhm. faut vraiment, genre, prendre soin de toi. Tu sais, on a tous et toutes besoin de, tu sais, avoir notre moment intime, mais on a aussi des moments, tu sais, fait équilibrer avec des moments, des partages. Je pense. Et si je vais enchaîner en paix Mhm. avec notre programme, c'est que pendant la présentation du 1er octobre, une des choses qu'on a fait, c'est de montrer quelques statistiques. Et je pense que les statistiques, les chiffres, les données, ça aide à qu'on comprenne vraiment c'est quoi l'état de lieu qu'on est en train de, tu sais, on est en train de combattre les discours haineux parce que ça nous affecte. Ça affecte nos voisins, nos amis, ta, 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 ta. Mais c'est quoi vraiment, genre, dans les chiffres, l'impact de ces discours? Puis c'est ça qu'on a. Je vais lire quelques statistiques. D'abord,
statistiques de l'année 2022, Statistique Canada. Donc, c'est vraiment une source qu'on peut dire fiable. Et une première statistique qu'on a partagée, c'était pour chaque dollar gagné par un homme, une femme travaillant à temps plein ou au partiel au Canada gagne en moyenne 89 cents. Donc, ça fait 89% de salaire qu'une femme gagne par rapport à un homme. Donc, dans une société qu'on considère qui a déjà surpassé, qui a déjà genre overcome vraiment les problèmes des inégalités des gens. Là, on parle même pas de femmes immigrantes ou de personnes trans, on parle vraiment entre hommes et femmes. Et on voit qu'au niveau économique, financier, en 2022, après la pandémie, il y a encore un écart. Puis si on va un peu plus loin, pour chaque dollar gagné par un employé qui n'était ni autochtone, ni membre d'une minorité visible, une personne philippine travaillant à temps plein au partiel au Canada gagne en moyenne 74 cents. Donc ça fait encore pire si t'es une personne philippine, peu importe si t'es un homme ou une femme. Et par rapport à une personne noire, on voit, en comparaison avec un employé qui n'est ni autochtone, ni membre d'une minorité visible, une personne noire fait 8400 de dollars. Donc, c'est vraiment genre, étonnant comme il y a beaucoup d'inégalités qui sont présentes chez nous. On parle du Canada parce que c'est la source qu'on a trouvée, mais tu sais, c'est assez visible au Québec, c'est visible dans n'importe quelle province, je pense, puis dans des mesures différentes. Donc, Ouais, puis euh, deux choses c'était là-dessus. La première, ben, justement, tu sais, au Québec, on aime beaucoup, je pense, utiliser l'égalité, la parité femmes et hommes pour dire qu'on est super inclusif, tu sais, que... Puis, je veux dire, on a fait des belles avancées au Québec, là, je nie pas ça, mais reste quand même que les chiffres le montrent, là. Je veux dire, tu disais c'était 84 cents du dollar pour... 84 pour une personne noire et 89 pour une femme. 89 pour une femme versus les hommes. Tu sais, on voit qu'au niveau salarial, on n'est pas arrivé encore à la parité. Puis au niveau, tu sais, quand on parlait des pouvoirs tantôt, ben même au niveau de la représentation, par exemple, on vient là de faire les élections municipales. Nous, on a regardé un peu, tu sais, dans notre... tu sais, dans la Montérégie, ça ressemblait à quoi? Puis la parité, elle est loin d'être atteinte aussi, là, au niveau, par exemple, des élus municipaux. Au niveau aussi de, par exemple, est-ce que la personne, elle est élue avec ou sans opposition? Donc, tu sais, il y a quand même encore, je pense, cette inégalité-là de est-ce qu'on voit les femmes au pouvoir? Est-ce qu'on voit les femmes au pouvoir comme étant compétentes? Est-ce que, tu sais, puis on l'a vu, je veux dire, il y a plein de personnes élues qui ont quitté la politique aussi. Par exemple, on pense à Catherine Dorion, qui a été mise là, sur le spotlight comme jamais pour avoir fait l'affront de mettre un hoodie à l'Assemblée, tu sais, je veux dire. Fait que je pense qu'il y a un regard encore très scrutateur sur les femmes en politique. Puis, bref, ce que j'essaie un peu de dire avec ça, c'est que oui, tu sais, on aime beaucoup parler de l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec, mais dans la réalité terrain, l'égalité n'est pas encore arrivée, là. Ouais. Et ce que je vois, c'est que les gens qui sont fiers des accomplissements, des réalisations de dernières années, des fois, veulent genre, chicaner avec des gens qui veulent plus. Comme si c'était comme... Tu sais, à un moment donné, tu veux juste que les choses continuent dans un progrès, dans une amélioration continue, tu sais. Puis j'ai l'impression que ces gens-là qui se disent fiers des accomplissements sont un peu genre, dans le mode combatif ou empêcher un peu la continuation de progrès. Tu sais, on est bien content qu'au Québec, si on compare avec d'autres sociétés, on a plus de femmes au pouvoir, tu sais, admettons, dans les espaces de décision. Ou admettons aussi que la parité économique n'est pas atteinte, mais il y en a quand même des belles avancées qui ont été accomplies au cours des dernières années. Tu sais, on est bien contente avec ça, mais on veut plus, tu sais. Pas juste pour les femmes blanches, on veut ça pour les femmes migrantes, pour les autochtones. Ça, on n'a pas trop de données, je voulais dire ça, par rapport aux communautés autochtones au Canada, parce que c'est vraiment genre, ce sont plusieurs nations, plusieurs communautés différentes, puis plusieurs provinces, et la façon de traiter les données, c'est pas la même dans chaque province. Donc ça me fait un peu, ça me gêne un peu qu'on n'a pas assez de données, mais genre,
c'est vraiment important qu'on reconnaisse qu'il y a des inégalités. C'est pas la même affaire de euh, être un homme blanc ou une femme blanche, puis faire partie d'une communauté qu'on dit marginalisée. Il y a encore des progrès à réaliser à Québec, au Canada, dans le monde, partout. Oui, puis aussi, c'est ça l'autre chose que je voulais dire par rapport aux statistiques qu'on a vues. Ben, tu sais, quand tantôt je parlais de l'isolement au sein des communautés, mais la pauvreté, c'est aussi quelque chose qui revient. La précarité financière, l'accès au logement, l'accès au travail. Donc, j'étais comme plus ou moins étonnée justement quand tu disais, tu sais, pour une personne philippine puis pour une personne noire, c'est encore pire. Mhm. Euh, Parce que, ben, on le voit, ou nous aussi, tu sais, par exemple, pour la communauté trans, la communauté lesbienne, bisexuelle aussi, on voit que pour les personnes bisexuelles, c'est plus difficile à l'emploi. J'étais étonné quand j'étais choqué, ouais. Ouais. Quand j'ai vu ça, ben, je peux même pas te dire pourquoi, mais c'était choquant. Ben, j'ai d'autres données, en fait, qui Oui. sont intéressantes à partager, mais si tu te rappelles par cœur, un Je peu. me rappelle pas par cœur, mais c'est que je me rappelle, j'étais allée assister à un autre podcast, justement, qui parlait de l'accessibilité à l'emploi pour les personnes de la communauté, puis qui disait justement que c'était les femmes lesbiennes et les personnes bisexuelles là, qui avaient le plus de difficultés à l'emploi au sein de la communauté LGB, disons. Mhm. Euh, donc, puis c'est sûr, ben évidemment, les personnes trans et non-binaires aussi, là, ça va pas bien Ouais, sur non, le marché de l'emploi. j'ai un chiffre là-dessus. 15,6% des personnes cis et 64,8% des personnes trans ont déjà sérieusement songé au suicide. Mhm. Ça, c'est les statistiques Canada de 2018. Ouais. Ouais, c'est une statistique qu'on présente souvent dans un de nos ateliers pour montrer, tu sais, presque une personne trans sur deux a pensé au suicide. C'est énorme. Tu sais, justement, versus 15,6% des personnes cisgenres, donc des personnes qui C'est sont plus pas que, trans. ouais, c'est plus que 50% en fait. Ouais. Ouais, ben 44,8, je Ah, crois. ok, désolé. Ouais. Ok. Donc, ouais, donc près d'une personne sur deux. Donc, c'est énorme, là. Puis, ben, c'est pas parce que t'es trans que tu songes au suicide, tu sais. C'est pas le fait d'être trans qui fait que Mhm. t'as des idéations suicidaires. C'est tout ce qu'il y a autour. C'est la transphobie, c'est justement la difficulté à survivre dans ce monde-là très binaire, très genré, avec des stéréotypes de genre très rigides. Euh, qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu te dis, ben écoute, j'aimerais ça vivre, Mhm. mais je suis tannée d'être en survie, tu sais, constamment. Donc, c'est sûr que l'idée te vient en tête, là, des fois, de, bon, qu'est-ce que je fais encore ici, tu sais. Donc, oui, Ouais. ouais. Prenons soin de nous, de nos communautés et aussi, il faut. Peut-être on peut parler à la fin plus aussi sur les ressources, Mhm. comment aider ces personnes, ces communautés, parce que on peut pas non plus individualiser la souffrance, ni nier les côtés individuels de chacun et chacune. Donc, Mhm. c'est très complexe comme approche, mais je pense qu'on a des ressources là-dessus à partager après, je pense. Mhm. Ouais. Là, si on passe plus vers les côtés multiculturels du Canada, on voit des statistiques que la population juive a connu les niveaux les plus élevés de victimisation liés aux crimes haineux déclarés par la police. Et la population musulmane euh, aussi est la deuxième qui suit genre, la population juive. Oui, c'était des statistiques qu'on avait relevées dans un autre atelier qu'on avait fait au JAG dans le cadre de nos journées arc-en-ciel. Donc, c'est une journée qu'on fait à chaque année là, de formation gratuite ouverte à tous. Et donc, on avait sorti les stats de la GRC, de la Gendarmerie royale du Canada, sur justement les crimes haineux dénoncés à la police. Donc, si on prend, là, par exemple, les statistiques générales de crimes haineux, on voit que depuis 2016, il y a vraiment une augmentation. Il y a vraiment un pic de violence là, qui est signalé à la police pour des motifs haineux. Donc, si on prend vraiment l'angle des crimes haineux qui visent particulièrement la religion, donc, pour cette tranche de population, c'est vraiment la population juive et ensuite la population musulmane qui ont connu le pire de cette augmentation-là. Si on prend, par exemple, au niveau du genre, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est les femmes et les filles qui sont aussi issues
d'une minorité religieuse ou visible. Donc, ça peut être, par exemple, ce qu'ils nommaient dans le rapport, c'était les femmes autochtones et les femmes musulmanes, par exemple, qui étaient le plus visées par la violence genrée. Donc, vraiment, on voit qu'il y a une intersection, là. C'est pas juste le fait d'être femme, c'est aussi le fait d'être femme autochtone ou femme musulmane. Donc, oui. Puis, sinon, autre statistique aussi issue de ça, ce qu'on disait, c'est que au point de vue de l'orientation sexuelle, c'est une augmentation de 150 qu'il y a eu des crimes haineux. Et les victimes étaient 3 fois plus à risque de vivre de la violence grave. Donc, quand on parle de crimes haineux, c'est pas nécessairement, quand on pense à crime haineux, on pense souvent à violence physique, tout ça, mais des fois, ça peut être du vandalisme. Par exemple, faire un graffiti, tu sais. Mais pour les personnes qui étaient victimes de violences, de crimes haineux, au point de vue de l'orientation sexuelle, c'était plus souvent de la violence grave. Physique. Ouais, qui vivaient. Même chose pour le genre, c'était 66% des crimes haineux qui visaient le genre qui étaient violents aussi. Donc, on voit que la violence, elle va changer un peu d'une communauté à l'autre. Elle est quand même présente. Puis, il faut souligner aussi que c'est pas tout le monde qui rapporte les crimes haineux à la police. Donc, c'est une estimation qu'on En fait, c'est a. la minorité qui rapporte, je pense. Mm-hmm. C'est que j'ai déjà vu des recherches sur ça, mais je suis pas les chiffres dans la tête, mais c'est vraiment la minorité qui rapporte. Mm-hmm. Ouais. C'est pas facile de... Surtout quand c'est un membre de ta famille qui te fait la violence. Exact. Puis aussi parce que, on le sait, tu sais, aller rapporter un crime à la police, souvent, tu vas être revictimisé, hein. Surtout si tu fais partie d'une communauté marginalisée. Par exemple, si tu es travailleuse du sexe, on va te juger, on va te demander pourquoi tu étais là, qu'est-ce que tu portais, tout ça. On va invalider, par exemple, si c'était une violence sexuelle, on va invalider en disant, ouais, mais là, tu l'as cherché, tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont juste pas aller rapporter à la police parce qu'elles savent, premièrement, que ça va peut-être pas donner grand-chose, puis qu'en plus, elles vont être victimisées. Donc, il y a ça aussi. En plus, quand on parle des communautés immigrantes, là, on sait que on veut surtout pas aller à la police parce qu'on veut pas de problème. On est en train on vient d'arriver dans cette nouvelle société, puis on veut genre travailler, faire de l'argent, puis prendre soin de notre famille, puis s'intégrer le plus possible, même si s'intégrer c'est pas à la fois les bons mots, mais on veut genre vraiment thrive, accomplir des choses, puis on veut surtout pas de problème avec la police, avec les tribunaux, peu importe. Les faire des rapporter, c'est vraiment genre de créer, de prendre un problème qui existe déjà, mais de les transférer vers les institutions étatiques, puis là, il faut que tu fasses confiance aux gens, il faut que tu aies l'argent. Aussi pour un avocate, si jamais. Donc, c'est vraiment pas facile de faire face à ces... C'est pour ça, en fait, que on met souvent les poids ou la responsabilité dans les communautaires, parce que c'est vraiment les communautaires qui soutiennent ces personnes-là. Ça, je peux te dire... En fait, dans mon cas spécifique, c'était beaucoup plus mon groupe d'amis, ma communauté brésilienne, mon groupe de percussion où je fais partie. Tout ça crée du soutien. Mais pour les gens qui n'ont pas forcément l'accès à une vie sociale active, comme moi j'ai eu, c'est vraiment les secteurs communautaires qui prennent la relève. Toi, tu le sais très bien. Oui. Oui, on voit beaucoup les gens qui viennent nous voir justement avec tout ce qui se passe dans leur vie, tu sais, puis des fois, tu sais, à part de les laisser ventiler, puis de leur aider à trouver un peu comme des mécanismes de coping, là, tu sais, parce que malgré tout, tu sais, même si c'est pas un problème individuel, il faut quand même trouver un moyen de survivre à ça. Ouais. Malheureusement, souvent, tu sais, la solution, c'est de faire une plainte, par exemple, pour défendre nos droits et tout ça, mais la majorité des gens, justement, comme tu dis, n'ont pas envie, tu sais, ils sont déjà dans des situations précaires et tout ça, puis on les comprend. Fait que, tu sais, c'est ça. Ce qu'on peut offrir, nous, de notre côté, c'est du soutien, puis d'être là, puis de dire, c'est ça. Ouais. Puis de dire, écoute, ventile, puis nous, on va t'écouter, puis on te comprend, puis de valider comme... Je pense que c'est un angle important qu'on parle pas souvent de la relation d'aide, mais de valider le fait que c'est pas un enjeu personnel. Tu sais, c'est pas toi, l'individu, comme si tu vis de la discrimination, il y a un enjeu systémique, là, comme... Puis je pense ça, quand je dis ça aux gens, comme une des réactions que j'ai le plus souvent en rencontre individuelle,
des gens vont me raconter quelque chose, puis là, tu sais, je le vois là, dans leurs yeux qui sont comme, mais là, mon Dieu, mais tu sais, j'aurais-tu dû faire ça, j'aurais-tu, tu sais, puis ils se mettent comme sur le, tu sais, tout le poids du monde sur leurs épaules, puis je leur dis, ben écoute, ce que tu me racontes, là, je l'entends souvent. Tu sais, c'est pas la première fois que j'entends ça. Par exemple, des gens qui se font mégenrer au travail, tu sais, qu'on n'utilise Mhm. pas le bon nom, le bon pronom, tout ça. Puis, ben, ça arrive vraiment fréquemment, puis les gens me regardent tout le temps avec un peu comme un, ah ouais, ça arrive aux autres aussi, c'est pas juste à moi que ça. Puis je suis Mhm. comme, oui, tu sais, ça, c'est un enjeu, Quand ça malheureusement. clique, c'est comme, oh mon Dieu. C'est ça. Les problèmes, il est plus gros que je pensais. Ouais, puis au début, j'étais tout le temps hésitant à leur dire ça. Mhm. Parce que je me disais, ben, est-ce que ça va les décourager de savoir que c'est un problème systémique? Puis non, au contraire, ce que je vois souvent, c'est que les gens, ça leur donne un peu comme la résilience de, OK, c'est pas moi le problème, tu sais. Ça leur donne un peu le, justement de, OK, il y a de quoi de plus gros que moi en jeu en ce moment, Mhm. puis c'est normal que je me sente comme ça. Puis là, c'est là justement où est-ce qu'on leur dit, ben, tu sais, c'est super important de trouver ta communauté, puis de, tu sais, de vous soutenir ensemble, parce que en sachant ça, ben, vous pouvez vous mettre en gang, tu sais, pour changer les choses, pour faire des revendications, pour Mhm. vous donner du soutien, tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, non, je commence à et passer un peu toutes mes 4 années d'immigration pour comprendre tout ça. Mais c'est pas juste l'immigration, en fait, c'est tout ce que j'ai vécu aussi. Genre, c'est sûr que j'ai occupé des espaces de privilèges, mais j'ai aussi déjà été ciblé comme des communautés marginalisées à- par rapport à mon orientation sexuelle, par rapport à ma place comme immigrant et tout. Mais tu sais, dans le monde, je pense que c'est important de si t'es pas les milliardaires qui vraiment prennent les décisions pour tout le monde, si t'es pas arrivé là, tu peux être ciblé par la violence, genre, même si t'es un homme blanc, des classes moyennes, j'en sais souvent, genre, on voit de plus en plus que les politiciens, les gouvernements ont oublié la classe moyenne. Tu Mhm. sais, la classe moyenne était toujours privilégiée à la fois, mais tu sais, faisait encore partie de la classe moyenne, ne prenait pas des décisions, n'était pas au pouvoir. Puis on voit la crise des démocraties libérales, justement, Mhm. cette classe-là qui ne se reconnaît plus et qui ne sait plus quoi faire parce que, tu sais, c'est pas juste les communautés marginalisées, c'est les communautés marginalisées, puis tout le monde dans la société qui est pas milliardaire, qui contrôle pas les institutions. Exact. Tu sais, un exercice que j'aime souvent faire avec les gens, c'est prendre, il y en a tout plein là, sur Internet, là, vous pouvez en trouver tout plein, mais tu sais, taper roue de l'intersectionnalité ou roue de la marginalisation du pouvoir. Puis moi, j'aime dire aux gens, ben, tu sais, c'est comme deux, trois cercles, tu sais, puis là, le cercle le plus au centre, c'est les identités qui sont considérées comme ayant du pouvoir. Donc, par exemple, être blanc, hétéro, etc. Ben, c'est rare les gens qui cochent toutes ces cases-là Ouais. au centre. Tu sais, c'est vraiment rare d'être 100% dans toutes les sphères de ta vie, d'être dans une position de pouvoir. Donc, tous ces gens-là qui sont en quelque part justement dans les tranches marginalisées, ben oui, tu sais, il faudrait qu'il y ait une solidarité, je pense, entre tous ces gens-là. Puis ça passe aussi par la solidarité de classe, justement. Puis ben, on le voit en ce moment avec la grève de la STM, avec la grève des profs, avec, tu sais, puis c'est malheureux parce qu'il y a plein de gens qui se désolidarisent Ouais. pendant les grèves parce que, ben, encore une fois, comme on disait tantôt, c'est inconfortable. Ouais. Mais faire communauté, c'est Je vais pas même pas trop confortable. rentrer dans ce sujet parce que c'est long, on peut parler de Oui. plusieurs heures, là. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Et je peux juste ramener la discussion à Mhm. notre sujet, notre événement. En fait, là, je voulais, pour clore un peu cette Oui. partie, c'est de dire qu'on est dans un moment très critique des désinvestissements dans les services publics. Mhm. En général, je ne vais pas parler sur les transports, sur l'éducation, sur la santé, c'est un peu tout. Sur la solidarité internationale. Donc, c'est vraiment un moment, je pense pas de se chicaner, c'est pas ça que je veux, là. C'est vraiment de montrer à la société, les gens qui nous écoutent, écoute, là, on a besoin de ces services-là. C'est sans ces services-là, ou sans pas mal, tout ça qui était financé avant et qui est plus financé maintenant, tu sais, regarde comme notre vie change. Mhm. Comme aujourd'hui, c'était difficile d'arriver ici parce qu'il n'y avait pas de métro. Tu sais, la santé, je peux même pas dire parce que c'est encore plus difficile quand tu viens d'ailleurs d'accéder au service santé. Enfin,
Je pense qu'il faut vraiment qu'on se met ensemble pour dire aux gens c'est important de défendre ces services-là. C'est pour tout le monde. Oui, puis rapidement aussi, tu sais, juste pour faire un lien entre, par exemple, le communautaire puis la STM en ce moment, je lisais un témoignage d'une personne qui travaille pour la STM puis qui expliquait un peu le contexte de la grève et tout ça. Puis un des parties de son explication, c'était que le financement est par projet. Donc, on va financer, par exemple, tu sais, la fameuse ligne rose ou, tu sais, des projets qui ont de l'air, tu sais, glamour, qui vont être populaires, qui vont peut-être amener des votes à certains partis, Mhm. au lieu de financer, par exemple, la réparation des infrastructures qui sont déjà là et qui tombent en miettes. Ce qui est comme assez important quand tu penses, là, c'est du transport public, ça transporte des milliers de gens par jour. C'est comme assez important que le toit ne tombe pas sur la tête, tu sais. Puis, ben, je faisais le lien parce que dans le communautaire, c'est la même chose. On est financé majoritairement par projet plutôt qu'à la mission. Donc, Pareil chez nous, on a le même problème. Tu sais. ouais. Je pense pas que... C'est ça. Arrêtons de travailler en silo. On a le même problème là. Exact. Puis, en parlant d'avoir tous et toutes les mêmes problèmes, on arrive dans un point de la discussion et de notre événement aussi. C'était vraiment les mécanismes Ouais. qui sont... On appelle les mécanismes, c'est vraiment genre les structures à la fois visibles, à la fois invisibles, qui soutiennent ou qui garantissent, qui donnent support en fait à tous ces discours haineux. Mhm. Et ce sont plusieurs, on va pas parler de tous les mécanismes, mais je me rappelle qu'on a parlé sur la fenêtre d'Overton. C'est un concept assez intéressant. Est-ce que tu veux nous raconter un peu c'est quoi la fenêtre? En fait, pourquoi on est en train aujourd'hui de parler du combat au discours haineux? Est-ce qu'il y a un rapport avec la fenêtre d'Overton? Mhm. Euh, Ce qu'on remarque en ce moment, c'est que justement, tu sais, dans la fenêtre d'Overton, c'est un peu la fenêtre des idées qu'on peut exprimer publiquement sans choquer. Donc, qu'est-ce qu'on trouve qui est conventionnel finalement? Fait que par exemple, de dire, je sais pas moi, ben justement, tu sais, les femmes devraient être les égales des hommes, c'est assez conventionnel, on s'entend pas mal là-dessus. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens comme par exemple du côté du masculinisme qui vont repousser, et c'est ça dans le fond le mécanisme. Le mécanisme de la fenêtre d'Overton, c'est qu'à force de parler d'un sujet et de l'emmener dans la sphère publique, ben on le rend de plus en plus conventionnel. On le normalise tranquillement à force d'en parler. Puis là, ben, c'est ça qu'on voit. Par exemple, dans les écoles, ben, il y a un retour du masculinisme. Des jeunes là, qui vont se réclamer là, justement de dire ben, qu'ils sont fans de Andrew Tate, qui vont dire des choses comme Your body, my choice, c'est ton corps, mon choix. Donc, il y a des profs qui nous rapportent ces propos-là. Fait qu'on voit que quelque chose qui, il y a peut-être 10 ans, était absolument impensable à penser en public, à dire en public, ben là, ça s'est normalisé un peu par l'exposition des jeunes à des modèles comme Andrew Tate, justement. Donc, la fenêtre d'Overton va comme se pousser tranquillement vers des discours plus traditionnalistes, vers des discours plus haineux aussi. Donc, c'est qu'on va toujours commencer par quelque chose de un peu plus marginal, un peu plus extrême, et là, à force de le dire, ben, ça se finit par se normaliser. Ouais. Puis c'est ça on voit, genre, moi j'aime beaucoup une phrase que je sais pas c'est qui a dit ça, mais genre, tu sais, l'histoire s'y répète. Mm. Puis c'est vraiment genre, quand on parle de droit à l'avortement aux États-Unis ou peu importe ailleurs, on voit que c'était un droit qui a été acquis à travers les luttes des mouvements des femmes. Puis après, ces droits a été enlevé par les gens au pouvoir. Puis je pense que ça illustre un peu l'effet de la fenêtre d'Overton, de dire que, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a 10 ans aux États-Unis, on ne parlait pas d'enlever les droits à l'avortement Mhm. des femmes. Donc maintenant, avec tous ces groupes qui défendent, qui se disent pro-vie, pro-vie, pro-life, c'est tous ces groupes-là, on voit que la fenêtre a été déplacée. Maintenant, c'est correct, disons, Mhm. de dire que ces droits-là, il est pas garanti. Genre. Exact. Puis, tu sais, de la façon que ça s'est fait, par exemple, le jugement qui a renversé justement le droit à l'avortement, tu sais, en 73, c'était Roe v. Mhm. Wade qui avait justement Mhm. dit que ben, le 14e amendement qui garantit la liberté aux États-Unis, ça garantissait le droit à l'avortement. Puis le jugement qui l'a renversé en 2022, Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, ben, leur argument, ça a été de dire, ben, dans la Constitution, quand ça a été ratifié en 1868, le 14e amendement, ça incluait pas le droit à l'avortement. Donc, le droit à l'avortement n'est pas garanti par votre droit de la liberté.
Ce qui est assez inquiétant de se dire, OK, fait qu'on va on va se dire, OK, vu qu'en 1868, c'était pas écrit comme ça, ben ça veut dire que c'est pas garanti. C'est épouvantable, là. En Mhm. 1868, on n'avait pas du tout les droits qu'on a aujourd'hui, là, on s'entend, là, pour un Ouais. paquet de personnes, là. Et ce qui fait peur là-dedans, c'est que ben, ce 14e amendement-là, qui protège, justement, qui protégeait le droit à l'avortement, ben, c'était aussi en lien avec d'autres droits qui concernaient les décisions personnelles sur la famille, les relations et l'autonomie corporelle. Donc là, on a effrité un droit qui majoritairement touche les femmes, mais aussi des hommes trans puis des personnes non-binaires qui ont Oui. un utérus et qui peuvent aussi donner naissance. Ben, on a effrité ce droit-là, mais c'est la porte d'entrée pour effriter tout plein d'autres droits, comme là, par exemple, ce qu'on voit aussi avec la communauté trans en ce moment, par exemple, qu'on veut leur enlever le droit de transitionner médicalement, ben, c'est une décision qui touche à l'autonomie corporelle. Donc, c'est pour ça que la fenêtre d'Overton, c'est important de comprendre ce mécanisme-là, parce que on voit justement comment le discours médiatique, le discours public va influencer les politiques, parce que pour les gouvernements, si ça se trouve en dehors de la fenêtre d'Overton, c'est trop risqué, généralement. Il y a tout plein d'exceptions, là. Par exemple, quand il y a des moments de crise, justement, puis des moments où est-ce qu'il va y avoir des rapports de force entre les partis, c'est là que certains partis vont peut-être adopter des politiques qui sont moins populaires, qui ne se trouvent pas dans la fenêtre. Mais généralement, les personnes en pouvoir vont attendre que ça se trouve dans la fenêtre d'Overton. Donc, si, par exemple, ça devient acceptable, ça devient conventionnel de dire que les femmes n'ont pas droit à l'avortement, ben OK, mais là, est-ce que c'est acceptable de remettre en question le mariage homosexuel? Est-ce que c'est acceptable de remettre en question le droit des personnes trans non-binaires? Est-ce que c'est acceptable de remettre en question tout plein de choses en lien avec cette autonomie corporelle-là? Donc c'est ça qui est inquiétant. Mhm. Ouais, plus qu'inquiétant, c'est vraiment genre difficile à accepter que dans notre société, nos droits qui ont été acquis et conquis après des luttes, des milliers de luttes, ou des centaines d'années, des dizaines d'années, ils peuvent toujours être remis en question. Puis, qu'est-ce qui est garanti là? Mhm. Tu sais, si le droit international n'est pas garanti dans le cas qu'on voit des attaques à l'étranger par des grosses puissances militaires, si le droit des femmes n'est pas garanti ou des personnes qui peuvent donner naissance à un bébé n'est pas garanti, c'est- qu'est-ce qui est garanti? Tu sais, des fois, je me demande. Puis on a tendance à dire que notre société est démocratique, mais tu sais, quelle démocratie permet d'enlever les droits comme ça du jour au lendemain? Mhm. C'est ça, ça m'inquiète beaucoup. Mais tu sais, on a parlé de fenêtre d'Overton. Une chose qui est vraiment, qui est quand même récente et qui donne un peu disons, d'essence, là, qui accélère ces processus aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, comme on le sait. Puis là, on est tous et toutes présents dans les réseaux sociaux. On n'est pas forcément, disons, contre ou pour. C'est pas ça les débats. Mais c'est qu'on voit, c'est la rapidité de la diffusion des informations. Ça peut vraiment nuire euh, à la société, disons. Donc, ça peut aider dans certains cas, c'est sûr. Mais ça peut nuire, surtout quand on parle de droits qui ont été débattus, qui ont été conquis après des manifestations pendant des années, tu sais. Quand on parle de droit au vote des femmes, moi, je connais pas forcément des dates, des chiffres, mais je sais que c'était vraiment des luttes qui ont été menées par des groupes, des femmes diverses de partout dans le monde, mais on sait dans l'histoire que c'était surtout en Occident qu'on parle de ces luttes-là, qu'après on a vu les films Les suffragistes, je pense que ça s'appelle comme ça, les suffragettes, je sais pas. Mais on a vu ces luttes-là, euh, on les reconnaît aujourd'hui parce qu'on peut le voir dans les cinémas, on peut le voir dans les médias, etc. Mais tu sais, aujourd'hui, on est en train de renverser la situation, tu sais, remettre en question certains droits qui ont été acquis ou conquis à travers des luttes qui ont duré longtemps. Puis Mhm. je pense que les problèmes ici, c'est la rapidité. Et ça, c'est une chose que les réseaux sociaux, Mhm. malheureusement, heureusement, apportent. Puis je me rappelle pendant la conférence de 1er octobre, on a discuté par rapport à l'impact des réseaux sociaux sur la diffusion
des mauvaises informations. Je ne veux pas rentrer là-dedans dans les concepts de désinformation, mésinformation, malinformation en ligne, parce qu'il y en a un peu de tout. Mais le gros problème pour moi, c'est vraiment qu'on n'est pas habitué à vérifier les sources. C'est quelque chose qu'on ne fait plus. Ou on fait pas autant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben, c'est que c'est tellement complexe, hein, parce que, justement, comme tu dis, la rapidité de l'information, puis la quantité d'informations aussi. Par exemple, il y a une stratégie en politique qui s'appelle flood the zone, ou inonder la zone en français. Une stratégie que, justement, le fasciste de l'autre côté de la frontière, j'aime pas nommer son nom, Mm-hmm. mais je pense qu'on sait tous de qui on parle, ben, il l'utilise beaucoup, hein, nous bombarder d'informations, nous bombarder de décrets, nous bombarder, puis tout ce qu'on voit dans les médias, c'est les tarifs, les tarifs, les tarifs, mais pendant ce temps-là, tu sais, on passe souvent sous silence toutes les violations des droits humains qu'il fait en ce moment. Le nombre de fois que ça m'arrive que je parle avec des gens qui sont assez au courant de politique généralement et que tout ce qu'ils savent, c'est les tarifs. Puis là, je leur parle de, par exemple, tu sais, ce qui se passe avec la prison Sicotte au El Salvador, puis les gens ne savent même pas qu'est-ce qui se passe, ou le fameux Alligator Alcatraz non plus, que les gens ne sont pas tant au courant. Fait que c'est ça la stratégie, c'est de bombarder d'informations pour que non seulement le monde journalistique n'a pas le temps de suivre, parce qu'il y a tellement de nouvelles que tu fais juste les couvrir en surface, tu n'as pas le temps de décortiquer puis d'analyser en profondeur, mais le public aussi n'a pas le temps de suivre tout ça et n'a pas le temps, comme tu dis, de trouver des sources, de vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce que la statistique qu'on a donnée, c'est vrai, tout ça. Parce que ça se peut juste pas pour l'être humain là, de suivre ce rythme-là de nouvelles. C'est impossible. Donc, justement, c'est une stratégie politique d'exploiter cette limite-là qu'on a pour noyer le poisson un peu, finalement. Et ma question pour toi, Félix, c'est est-ce que tu penses que cette stratégie, elle peut être directement associée à l'extrême droite? Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que l'extrême droite l'utilise. Est-ce que c'est exclusif à l'extrême droite? Je crois pas. Je crois qu'il n'y a aucune stratégie qui est exclusive à un côté ou l'autre, mais définitivement qu'elle est utilisée, oui. Puis c'est quoi l'extrême droite? Oui, c'est quoi l'extrême droite? Justement, on parle souvent d'extrême droite, mais sans trop le définir. Je vais vous dire exactement. Donc, l'extrême droite, c'est sûr, c'est large. Hein, on s'entend, l'extrême droite, là, c'est pas une entité là, On n'est pas à l'université homogène. ici, c'est pas un cours de sciences Non. politiques, donc ça Fait que je vais vous donner, mettons, les ne stresse ingrédients, pas. des ingrédients là, clés qui peuvent vous mettre un peu la puce à l'oreille. Ben, c'est qu'on va souvent parler d'ultranationalisme et de traditionnalisme radical. Donc, l'ultranationalisme, ça va être vraiment de faire passer la nation par-dessus tout. Par exemple, il y a certains politiciens qui vont dire le Canada en premier ou les États-Unis en premier. Donc ça, c'est un exemple de nationalisme, justement, où est-ce qu'on va dire, ben le droit international, on s'en fout un peu. L'important, c'est nous, hein, c'est notre groupe. Qui dit nationaliste dans la tradition politique dit aussi eugénisme, une race supérieure à d'autres. C'est sûr qu'on connaît des nationalismes de gauche ou des nationalismes inclusifs. C'est pas ça que je vais dire. Ça veut dire que la plupart des mouvements ultranationalistes ont été, dans l'histoire, été assez liés avec des mouvements eugénistes et racistes. Exactement, c'est ça. Et puis, dans le traditionnalisme, ben, c'est justement de dire, par exemple, un retour à des valeurs patriarcales, à des valeurs, justement, de suprématie blanche. Donc, justement, c'est de ramener ça. Et bien souvent, ça va s'accompagner aussi d'autoritarisme. Donc, l'autoritarisme, c'est abuser de ton pouvoir pour que tu fasses un peu comme à ta tête. Hein? Par exemple, on peut penser à Daniel Smith en Alberta qui utilise la clause dérogatoire pour faire passer ses lois anti-trans. Donc, même si ces lois sont jugées comme inconstitutionnelles, qu'elles vont à l'encontre de notre Charte des droits et libertés, ben elle a dit non, moi je crois que c'est ça qui est le mieux, donc je fais passer la clause dérogatoire et ma loi va passer quand même. Donc, ces trois ingrédients-là, souvent, c'est que ça va miner aussi notre démocratie. Hein, souvent, il va y avoir comme une espèce d'hostilité au principe démocratique derrière tout ça. Puis, comme tu disais justement, ben ça s'accompagne de racisme, mais plus largement aussi de xénophobie.
Mhm. Donc, Ouais. la xénophobie, là, qui est vraiment la haine de tout ce qui est étranger à ton groupe. Donc, on va créer une espèce de bouc émissaire. Donc, on va dire tout va mal, puis c'est de leur faute. Alors, par exemple, on le voit au Québec, la crise du logement, c'est la faute des personnes immigrantes. Le français va supposément pas bien. Bon, laissez-moi en douter avec Ça me mon donne des background de... goosebumps, là, juste Oui, de me rappeler tout ça. exact. Donc là, encore une fois, c'est à cause des personnes migrantes ou à cause des personnes non binaires, hein, et le pronom «yel» qui met en péril la langue Les française. toilettes, c'est la faute aux toilettes. Tu vois, donc c'est toujours ça. C'est de prendre un groupe qui est déjà marginalisé, Ouais. puis comme on le disait tantôt, qui veut déjà pas se battre parce que justement, on veut juste vivre nos vies, puis on est souvent en mode survie. Donc, c'est hyper facile de cibler ces groupes-là. On sait qu'ils vont pas se défendre ou qu'ils sont pas assez, puis tout ça. Donc, puis on sait que, tu sais, si on creuse un petit peu, on le voit que logiquement, ça fait aucun sens que ça soit eux le problème, là. On s'entend à la crise du logement, c'est pas la personne qui vient d'arriver au Québec, qui vient pour avoir une meilleure vie avec sa famille, tu sais, ils sont pas responsables de ça. Fait que, Je suis arrivé, j'étais déjà assez chez Montréal, disons. tu vois, tu sais, donc, c'est ça, c'est de faire porter le chapeau, finalement. J'aime bien cette citation-là qui dit l'extrême droite, c'est des fausses réponses à des vraies questions. Ok. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, là, le nœud. Et, c'est sûr, l'extrême droite, comme je disais, c'est vaste, mais on peut retrouver des courants, par exemple, néofascistes ou néonazistes dans l'extrême droite, justement, qui reposent encore une fois, justement, sur le racisme, la xénophobie, une espèce de culte de la personnalité aussi, où est-ce qu'on va dire, ah, ben le chef, c'est lui qui a toute l'autorité, qui a raison sur tout et tout ça, qu'on va pas le contredire. Donc, la hiérarchisation aussi. Donc, ouais. Ouais. Tout à fait, non, c'est vraiment complexe, mais en même temps, c'est simple. Genre, parce que tu vois, pour moi, l'extrême droite, c'est vraiment, comme tu m'as dit, des solutions simples à des problèmes complexes. Mhm. Donc, comment est-ce qu'on va résoudre ou régler une crise de logement? Qu'est-ce qu'on veut dire par crise de logement? C'est vraiment des manque de logement par rapport à la quantité de la population ou les prix de logement qui augmentent dans une proportion stratosphérique. Comment est-ce qu'on va régler ça avec la haine? Tu sais, avec genre, c'est la faute aux immigrants. C'est genre, est-ce qu'on peut se mettre sur une table et dialoguer, tu sais, vraiment construire une solution durable? Parce que je pense pas qu'il y ait des solutions simples, des gens juste couper l'immigration. Ce sont des solutions durables. Tu sais, à la Mhm. fin, on a besoin de monde. Il y a des secteurs où le Québec peut pas, malheureusement, offrir assez de travailleurs, travailleuses. Puis, tu sais, c'est l'immigration, on remplit ça. Pas juste ça, tu sais, on parle d'immigration, c'est un droit humain historique dans toutes les sociétés. C'est pas juste le Québec qui ont été bâtis. Moi, le Brésil aussi n'est pas perçu comme ça, mais c'est un pays qui a été bâti par des immigrants, par des personnes qui ont été à la fois forcées à immigrer, ou des Mhm. personnes qui ont voulu immigrer, tu sais. Et aujourd'hui, c'est qu'on voit, c'est l'immigration économique qui prend beaucoup de place, mais c'est un droit, ça doit être reconnu comme un droit humain parce que, tu sais, on voit les oiseaux qui migrent pendant l'hiver. Et, tu sais, nous aussi, on veut à la fois quitter la plage pour venir dans les froids. Donc, tu sais, c'est vraiment... on fait des blagues, mais c'est tough c'est vraiment genre inquiétant et ça coupe un peu l'espoir dans la bonité. Mais tu sais, on n'est pas là pour Mhm. vraiment couper l'espoir, on est là pour en fait renforcer l'espoir. Et je pense que depuis qu'on a commencé, c'était pas juste les balados, mais toute cette démarche-là ensemble avec les JAG, l'AIP, les JAG, c'est que j'ai vraiment grandi en sentiment d'espoir sur Mhm. moi. C'est sûr que c'est pas juste ça, mais ça a aidé. Et je pense que vraiment, c'est qu'on peut partir avec après cette balado, qui n'est pas encore fini. Mais c'est qu'on peut partir avec, c'est vraiment de l'espoir qu'on peut ensemble, en communauté, et en dialoguant sur les enjeux. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'enjeux. On a une crise climatique. À ce moment, il faut dire, c'est la COP 30 au Brésil, à Belém, que c'est une ville proche de l'Amazonie. Puis on a des décideuses politiques, puis des communautés autochtones, puis plusieurs groupes de la société civile et de la société, des compagnies, des États, etc., qui discutent des solutions pour les changements climatiques. Puis des solutions, il y en a plein. Mais est-ce qu'on est en train de mettre de bonnes solutions en avant? Je suis pas sûr. Mhm. Donc, il y a pas mal d'enjeux, pas mal de problèmes.
Mais je pense qu'il y a pas mal de solutions aussi. Donc, si on revient un peu sur ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est vraiment genre, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on discute ensemble. Puis pour clore un peu ces diapos, c'est comme on a fait lors de la conférence du 1er octobre, c'est qu'on a discuté ensemble, on a présenté quelques solutions, en fait, mais on a aussi laissé la place aux gens. Et j'aimerais ça que tu reviennes un peu sur ces solutions qui ont été proposées. Mhm. Pas juste c'est sûr que j'ai une liste de solutions ici, j'aurais pu le lire, mais juste qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Mhm. Euh, Ben, je dirais, avant d'aller là, je vais juste rebondir un petit truc, Oui. justement, tu sais, tu sais, tantôt quand on parlait de désinformation, tu sais, puis la difficulté de gérer toute cette information-là, puis ça va un peu aller vers, justement, qu'est-ce qu'on peut faire. Quelque chose que je trouvais intéressant, c'était une recherche du CEPHIR qui avait été faite sur un profil psychosocial des gens qui adhèrent au mouvement d'extrême droite. Puis ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y avait quand même l'importance d'avoir vécu des traumatismes et d'avoir, de donner un peu appui aux théories du complot. Euh, mais moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me disais justement, c'est pas parce que la personne, elle a pas, comme les capacités de voir que c'est une théorie du complot, c'est l'épuisement. Puis, quand on parle de traumatisme, ben, on a vécu un traumatisme collectif, justement, avec la COVID. Donc, je pense que c'est super important, justement, de se conscientiser tout le monde. Donc, de pas juste focusser sur juste quelques personnes, mais tout le monde prendre conscience, justement, euh, d'exercer notre pensée critique. Puis, justement, c'est là que ça m'amène vers les solutions parce que dans les facteurs de protection qui ont été soulevés, ben, justement, c'était ça, c'était l'inclusion, l'intégration, l'empathie, la pensée critique, la complexité morale. Donc, puis aussi, paradoxalement, la religion, mais la spiritualité, de, tu sais, se dire, je fais partie de quelque chose de plus grand que moi. Donc, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est ressorti aussi dans nos solutions qu'on a brainstormées avec le groupe, de justement donner la place plus au collectif. Donc, de sortir de nos silos, et de vraiment s'unir pour lutter ensemble. Donc, je pourrais donner un peu comme 4 grandes catégories de solutions qui sont ressorties de ce brainstorm-là. Donc, c'était vraiment renforcer l'action collective, la solidarité. La deuxième, reprendre l'espace public et le discours public qui est accaparé en ce moment justement par des personnes plus de droite. Mhm. Ensuite, la troisième, c'était d'éduquer, sensibiliser, transformer les mentalités et finalement miser justement sur l'espoir, sur l'empathie et sur la réhumanisation. Donc, justement, se rappeler qu'on est des êtres humains, comme tu disais tantôt par rapport à la migration, de se rappeler que justement, l'humanité a toujours migré. Les frontières, ce sont des frontières imaginaires qu'on a tracées. Il n'y a pas rien, il y a pas, c'est pas dans un jeu vidéo, là, quand tu arrives à la fin de la map, tu rebondis, là, comme elles n'existent pas en vrai, ces frontières-là, on les a dessinées, on les a Oui. tracées. Donc, de criminaliser la migration, c'est un non-sens au point de vue de l'humanité, tu sais. Donc, de se rappeler justement notre humanité, je pense que c'est super important. Je peux nommer quelques idées là, qui avaient été lancées justement. Donc, transformer nos émotions en moteur d'action collective. Il y avait une participante justement qui disait je me sens en colère parce que un truc qu'on n'a pas dit justement c'est que au début de notre brainstorm on a fait nommer aux gens comment vous vous sentez après la C'est présentation. vrai. Puis, tu sais, il y avait beaucoup là, de grosses émotions, hein? Colère, tristesse, frustration, déprime, exaspération. Mais une participante, justement, qui a dit un besoin de passer à l'action. Alors, cette colère-là, elle fonctionnait comme un moteur qui la propulsait vers, Ouais. justement, prendre action. Euh, donc, ouais. C'était assez touchant. Je me rappelle la journée, on a vécu de grosses émotions. On a, ouais, même, tu sais, c'était difficile à ne pas rester émotif parce que justement, mais c'est pas triste, c'était vraiment genre beau de voir un peu qu'on partageait des sentiments en commun avec des personnes qu'on connaît même pas. Puis à la fin, on se sentait genre accueillis par ces personnes-là et vice-versa. Et ouais, donc je pense qu'on a nommé quelques solutions. Je pense qu'il y a une solution que c'était vraiment intéressante. En fait, on pourrait montrer ça dans les Mhm. caméras. Les guides, t'as-tu les guides? Oui. Parce que les participants de notre conférence du 1er octobre, ça fait Je sais drôle, pas ça si tu fait veux là. genre un peu...
Ceux qui ont participé à notre conférence du 1er octobre, ils ont reçu là ces cahiers de participation. Mhm. Tu peux montrer sur ta caméra aussi. C'est pour outiller la communauté dans la prévention des discours haineux. Et je pense que pour plusieurs personnes, ça pourrait être utile, mais surtout quand on parlait de milliers communautaires, c'est utile. Est-ce que tu peux montrer les pages il parlait un peu des pages qui montrent un peu les profils des personnes qu'on a besoin à la fois d'intervenir et, tu sais, faire un petit résumé sur Mhm. ces pages-là? Oui, puis en même temps, ben, je vais le décrire aussi pour les gens qui nous écoutent en version audio, qui n'ont pas Oui. la version visuelle. Donc, dans le fond, c'est des profils qu'on a fait un peu au JAG avec un peu nos observations là, de ce qu'on voit sur le terrain. Puis là, gros disclaimer, là, puis je le dirai jamais assez, là, mais c'est des exemples méga simplifiés, OK, ces profils-là. Prenez pas ça là, pour de l'or en barre. Là, Mhm. l'adaptation, c'est toujours super important, je le dirai jamais assez. Mais en gros, c'est qu'on a remarqué que, par exemple, quand on va parler dans des classes ou on va parler à des équipes de travail, ben il y avait à peu près 5 profils qui se dégageaient de personnes qui vont être en réactivité à nos propos, tu sais, qui vont réagir fortement à nos propos. Par exemple, si on parle, je sais pas moi, de toilettes universelles, ben c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Donc, de là est partie la nécessité de réfléchir, OK, pourquoi c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon? Qu'est-ce qui drive? Tu sais, c'est quoi les motivations en dessous de chaque réaction un peu? Puis on a ressorti comme 5 motivations principales. Donc, l'inconfort, euh, donc, de se dire un peu comme, ah, ben, tu sais, je veux être inclusif ou inclusive, mais je sais pas trop comment, j'ai peur de me tromper, tu sais, j'ai peur de la confrontation, tout ça. Donc, un peu le profil inconfort. Ensuite, on avait provocation. Donc, ça, c'est notre classique, là. Une personne, souvent on le voit avec nos élèves au secondaire, là. Ah oui, mais monsieur, là, les petites filles vont toutes avoir peur d'aller changer leur tampon, des affaires comme ça. Tu sais, ils vont dire un peu des énormités juste pour nous faire réagir, tu sais, juste pour faire un peu dérailler la conversation, tu sais, où ils vont utiliser comme le faux ah, je fais l'avocat du diable ou des choses comme ça. Donc, ce profil-là, souvent, c'est un peu genre pour justement, tu sais, faire dérailler le sujet. Et ensuite, on avait le profil conviction. Où est-ce que là, ça va être vraiment des gens qui vont s'appuyer sur des valeurs ou des politiques ou, tu sais, par exemple, de dire, ah, mais le mariage gay, c'est pas naturel parce que 2 hommes peuvent pas avoir des enfants ensemble naturellement, comme biologiquement. Puis là, après, nous, notre travail, c'est de déconstruire que, bon, ben, tout le monde peut... Tu sais, ça peut arriver dans un couple hétéro Mhm. aussi d'être infertile puis d'avoir recours à l'adoption, etc. Mhm. Donc, le profil conviction vont vraiment... C'est des personnes qui vont être convaincues que c'est pas naturel, tu sais. Puis, 2 autres profils. Donc, le 4e, c'est le profil protection. Ça va être un peu complexe à décrire. Si je donne un exemple, souvent, ça va être des gens qui vont utiliser un peu la phrase « Ah, mais c'est pour le bien de ». Hein, par exemple, ah, c'est pour le bien des femmes qu'on fait ça, c'est pour le bien des enfants qu'on fait ça. Donc, ça a comme la prétention de vouloir protéger un groupe, mais en réprimant un autre groupe. Ça a vraiment l'effet inverse. Exactement. Puis le dernier profil qui est particulièrement tricky, c'est le profil opportunisme. Parce que ça, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement de conviction, qui motivent leur comportement, c'est vraiment plus on va profiter de la situation. Tantôt, quand je parlais justement de bouc émissaire, ben ça, c'est beaucoup dans le profil opportuniste, de dire, ah bon, ben, par exemple, si j'ai un bilan économique catastrophique et je veux pas me faire poser des questions là-dessus, ben je vais dire, ah mais non, mais c'est de la faute de tel groupe, c'est de la faute de tel groupe. Fait que là, on va diriger le spotlight sur quelqu'un d'autre, et pendant ce temps-là, le spotlight n'est pas sur moi. Donc, c'est un peu ça, ces 5 profils-là. Puis, à quoi ça sert, au final, d'avoir ces 5 profils-là? Pourquoi on a fait ça? C'est que, ben, en sachant les motivations derrière le comportement, en sachant c'est quoi les croyances derrière le comportement, ben, on peut intervenir de façon différente. Tu sais, j'interviendrai pas de la même façon avec quelqu'un qui est juste inconfortable versus quelqu'un qui fait exprès pour provoquer. T'sais. Si, par exemple, la personne fait exprès pour provoquer, souvent, je vais utiliser l'humour. Mais comme l'humour ultra absurde. Puis mon collègue, j'ai un de mes collègues qui s'appelle Philippe, qui est excellent Mhm. pour faire ça. Tu sais, qui va dire, qui va juste comme escalader l'énormité du propos jusqu'à temps que ça en devienne hyper absurde, tu sais. Mais ça fonctionnera pas avec quelqu'un qui est juste inconfortable. T'sais, ça va juste comme faire, ben là, pourquoi tu réagis comme ça? Ça réagit ben trop fort. T'sais, avec quelqu'un qui est juste inconfortable, ben souvent, moi, ce que je vais dire, c'est
ben tu vas te planter, puis c'est normal, puis c'est Ouais. correct. Puis, tu sais, l'important, c'est de continuer d'essayer. Puis même si tu fais une erreur, ben tu t'excuses, puis tu poursuis ta conversation. Puis l'important, c'est de continuer d'essayer, tu sais, de pas avoir Mhm. peur de l'échec parce qu'on apprend à travers l'échec. Fait que c'était vraiment ça comme le but de faire ces profils-là, c'était de donner un peu des pistes de réflexion aux gens pour les habituer un peu à pratiquer leur sens de l'observation quand ils interagissent avec des gens qui ont des propos soit haineux ou un peu timides, par exemple, sur certains enjeux, qui n'osent pas se prononcer, tout ça. Puis pouvoir leur donner des leviers un peu pour venir parler à ces gens-là, pour les sensibiliser d'une manière que ça va être plus réceptif. Ouais. Mais moi, chaque fois que j'entends parler de ces sujets-là, que je vois cette ressource qui a été construite euh, dans l'occasion de ce partenariat entre les JAG et l'AIP, je ressens vraiment de la fierté et de la gratitude de pouvoir travailler avec toi, Félix, pour avoir accès à toutes ces connaissances-là. Et tu sais, maintenant, on l'offre à tout le monde. C'est sûr que on sait que ces fichiers audio, vidéo qui va être les produits de ces balados-là, c'est pas forcément facile pour tout le monde d'accéder. Mais tu sais, on n'arrête pas là, forcément là. On veut vraiment que ces connaissances, ces savoirs qui ont été produits par ces partenariats et en collectivité aussi lors de la conférence avec les personnes qui ont participé, que ces savoirs soient vraiment repris, utilisés, améliorés, remise en question aussi, tu sais, parce que on n'est pas là non plus pour dire que ça, c'est la vérité Mhm. et point. Mais c'est très bien fait et je vous conseille tous et toutes si vous avez accès à la version écrite, après on va voir comment on va diffuser ça. Je vous conseille d'utiliser parce que c'est vraiment utile, mais sinon, juste avec ces conseils qu'on vient d'écouter, ça aide vraiment à régler une grande partie des problèmes qu'on fait face qui touchent les discours haineux et la violence dans nos communautés. Mhm. Donc ça, c'est vraiment, je suis vraiment fier et content d'avoir participé à ça. Merci. On arrive proche de la fin. Avant de finir ça, je voulais quand même ramener un truc important que je pense qui a été pas mentionné. J'ai mentionné au début quand j'étais un peu encore stressé par rapport à l'enregistrement de podcast, qui c'était un podcast qui est rendu possible. Dans le fond, on fait ces balados de l'AIP chaque année dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale, c'est un projet de la COSI et qui est financé par les ministères des Relations internationales de la francophonie. Et on est vraiment reconnaissant de ces projets et de ce que ces projets permettent à nos organismes. Mais tout ça pour dire que cette année, la COSI, avec ces organismes, ont réalisé une initiative qui s'appelle les États généraux de la solidarité internationale. C'est les États généraux québécois, en fait, de la solidarité internationale. Et c'est une initiative qui est amenée à la création d'une déclaration d'engagement qui a été signée par tous les organismes qui font partie de la COSI et même d'autres personnes de la société civile québécoise. Puis cette déclaration, elle est vraiment belle. Je vous invite tous et toutes à aller voir sur le site web de la COSI. Et sinon aussi, aller voir le site web des JQSI, des Journées québécoises pour la solidarité internationale, qui c'est les jqsi.qc.ca. Là-bas, vous allez trouver toute la programmation de JQSI, toutes des divers balados, des conférences, des événements super intéressants qui peuvent toucher ces thèmes-là ou d'autres, qui touchent la solidarité internationale surtout, et qui, je pense, qui font partie des outils qu'on voulait quand même euh, projeter ou mettre de l'avant ici lors de cet espace de diffusion. Je voulais vraiment qu'on parle encore plus de solutions, mais je pense qu'on n'a vraiment pas plus le temps. C'est dommage, c'est toujours comme ça les balados. Hein. Ça arrive à un point qu'on n'a plus le temps et il faut juste finir. Donc je te laisse la parole avant de moi aussi finir. Je te laisse la parole, Félix. Oui, ben c'est ça. C'est tout le temps, on a plein de choses à dire, fait que Ouais. on pourrait en parler pendant des heures. Mais vraiment, je pense, si on veut repartir avec quelque chose de ce balado-là, c'est vraiment l'importance de continuer à s'informer, de prendre soin de soi, mais de prendre soin de sa communauté, parce que sa communauté nous permet de prendre soin de nous aussi. Donc, c'est vraiment,
ça va ensemble, c'est en symbiose. Donc, d'être en collectivité, de briser les silos, de se rendre compte qu'on a beaucoup plus en commun qu'on a de différences dans nos différents silos. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Puis de se parler, tu sais, puis de comprendre justement que on va se parler, puis des fois, on va se chicaner, puis des fois, ça sera pas productif, puis Ouais. des fois, ça va être frustrant, puis ça va être inconfortable, puis ça va être désagréable, mais il faut continuer à le faire pareil. Parce justement, on va pas régler rien en étant chacun fâché dans nos coins puis en se parlant pas. Je pense que c'est vraiment ça le nœud. Donc, se pratiquer justement à avoir de l'empathie, avoir de la pensée critique et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça là, que je veux que les gens retiennent le plus de ça. Sinon, de notre côté, ben nous, on espère vraiment justement que ça va amener des gens à faire des initiatives comme la nôtre, justement, entre organismes, entre groupes différents, de collaborer sur des projets parce qu'on apprend énormément quand on fait ça. C'est hyper riche, ces collaborations-là. Puis Et nous, si les gens veulent collaborer avec nous, c'est quoi oui, donc, par les exemple, coordonnées du au JAG? JAG, vous pouvez nous rejoindre. Là, toutes nos coordonnées sont sur le site web. Donc, c'est lejag, lejag.org, O-R-G. Donc, toutes nos coordonnées sont là pour nous rejoindre. On est facilement plus joignable par courriel que par téléphone, on va se le dire, parce qu'on est souvent sur la route vu qu'on couvre la Montérégie au complet. Mais oui, écrivez-nous un courriel, ça va nous faire plaisir là, de faire des initiatives, de vous encourager, tout ça. Et puis, justement, en ce moment, on a un projet qui est la certification MIC+. Donc, c'est pour les municipalités inclusives aux communautés plus. Donc, c'est un projet, justement, où est-ce qu'on approche les municipalités pour les outiller afin que leur milieu de vie devienne plus sécuritaire et inclusif. C'est une initiative qui est soutenue par le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Puis, en gros, là, c'est qu'on fait un petit diagnostic de la municipalité, comment ça se passe, puis on les aide, on les soutient à, justement, rendre leur ville plus inclusive, soit par l'écriture d'une politique, avec des gestes concrets aussi. Il va y avoir une carte interactive qui est disponible sur notre site web aussi pour voir justement l'évolution de ce projet-là. Donc, je vous encourage à C'est suivre super ça. intéressant. Oui. Merci. De notre côté, l'AIPE, notre site web, je vais le lire ici parce que je suis terrible avec ce message. C'est AIPE, cci.org. Sinon, vous pouvez aussi aller directement sur notre Facebook, Aide internationale pour l'enfance, ou aller sur notre Instagram, c'est AIPE, underline. Comment ça se dit underline en français? Je sais même pas. Barre en bas. AIPE, barre en bas, CCI, puis les JAG, c'est les JAG, barre en bas, LGBT. C'est Exact, ça? oui. Puis il y a aussi l'Instagram de l'ACOSI, c'est ACOSI. Ben, c'est assez facile. Donc, merci à tous ceux et celles qui ont écouté cet épisode, soit en version vidéo ou en version balado. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de JQSI, comme j'avais dit, dire, pour voir toute la programmation à travers le Québec. Merci beaucoup. Merci infiniment au JAG, à l'AIP pour cette opportunité. Merci Félix. Merci à toi. Puis on continue. Ouais, on continue, on lâche pas. C'est ça l'important. On lâche pas. C'est ça. Bye. Bye. Bye tout le monde.